Un mari noir accusé à tort d'avoir poignardé sa femme blanche fait face au racisme policier entraînant sa mort tragique. Marcus et Emily, couple dévoué, menaient une vie paisible jusqu'à un passage au supermarché qui tourna au drame. Pendant que Marcus faisait ses courses, Emily fut volée et poignardée dans leur voiture. En la trouvant en sang, Marcus appela à l'aide, mais les officiers, voyant sa couleur de peau, présumèrent de sa culpabilité. Ses supplications désespérées, mêlées de chagrin et de peur, furent accueillies par des tasers et des menottes. Le retard des secours coûta la vie à Emily. Marcus, brisé mais déterminé, poursuivit les officiers pour discrimination raciale, révélant un système qui le jugea sans l'écouter. Menaces et une attaque brutale mirent sa résolution à l'épreuve, mais sa force le mena à la victoire. Les officiers furent condamnés, mais à quel prix? Le combat de Marcus expose les plaies profondes du préjugé et le courage de l'affronter un héritage pour les générations futures. Le soleil matinal filtrait à travers les stores de la cuisine, projetant des rayures douces sur les mains calleuses de Marcus qui remuait du sucre dans son café. À 38 ans, ses larges épaules portaient le poids d'une vie de mécanicien, les taches de graisse gravées dans ses paumes comme une carte de labeur. Emily, sa femme depuis 10 ans, fredonnait un air près de la cuisinière, ses cheveux auburn captant la lumière. Son rire clair et spontané emplissait leur modeste maison d'Atlanta, un refuge contre les aspérités du monde. Ils bougeaient à l'unisson, elle retournant des pancakes, lui volant un baiser uni par un amour qui résistait aux murmures sur leur mariage interracial. Dehors, leur vieille berline attendait garée sous un magnolia chargé de fleurs. Marcus prit la liste de courses, sa voix grave promettant à Emily d'être rapide. Elle choisit de rester dans la voiture, parcourant son téléphone, ses doigts pâles, tapotant au rythme d'une chanson. Le parking du supermarché bourdonnait de conversations du samedi chariot grinçant et parfums de pain frais flottant dans l'air. La vie de Marcus était simple travail, Émilie, et rêve d'une famille. Mais les souvenirs de mépris, comme être suivi dans les magasins ou entendre des insultes, le rongeaient. Il voulait la paix et protéger Émilie de cette laideur, mais ressentait un devoir bouillonnant de la défier. Quand il revint les bras pleins de sacs, il vit Émilie affaissée sur le siège, du sang s'accumulant à son ventre. Le choc le figea, puis la rage et la peur surgirent. Il composa le 911, la voix brisée, mais alors que les sirènes hurlaient, plus près, il se prépara. Il exigerait des réponses pour elle. Le parking du supermarché, autrefois animé de bavardages banals, devint sinistre, alors que le sang d'Émilie s'infiltrait dans le tissu de la voiture. Marcus s'agenouilla près d'elle, ses sacs de course renversés sur l'asphalte des pommes roulant sous les voitures garées. Ses respirations étaient faibles, ses yeux verts, papillonnant de douleur. « Tiens bon, M, murmura-t-il. Il pressant sa veste contre sa blessure, l'odeur métallique du sang pesante dans l'air. Son appel au 911 résonnait dans ses oreilles frénétiques, suppliant pour une ambulance. Les sirènes hurlaient, déchirant le bourdonnement du samedi. Mais la foule gardait ses distances, leur murmure un grondement sourd. Une femme serra la main de son enfant, détournant les yeux. Un homme filmait avec son téléphone indifférent au coude humain. 2 officiers de police, leurs badges scintillant sous le soleil de midi, s'approchèrent à pas lourds. Marcus, les mains poisseuses de sang, se leva pour expliquer la voix rauque. « Ma femme, elle a été poignardée. Il nous faut de l'aide. » Mais leurs regards froids et plissés s'attardèrent sur sa peau sombre, sa carrure imposante. L'un la main sur son holster aboya. « Reculez, mains en l'air !» L'autre tournait autour, scrutant Marcus comme un prédateur. La confusion le frappa comme une vague, puis la réalisation. Il voyait un homme noir, pas un mari en deuil. « Je n'ai rien fait !» cria-t-il, désignant Émilie, son visage pâlissant à chaque seconde. Les officiers l'ignorèrent, leur attention fixée sur Marcus. « Calmez-vous, ou on vous forcera !» lança l'un comme si son angoisse était une menace. Le cœur de Marcus battait à tout rompre, déchiré entre la peur pour Émilie et la fureur face à leur aveuglement. Il pointa la voiture, la voix brisée. « Elle est en train de mourir, faites votre travail. » La foule chuchotait, mais personne n'intervenait. Un officier saisit le bras de Marcus, le tordant en arrière. La douleur le traversa, mais c'est le gémissement faible d'Émilie qui le brisa. Il se libéra, criant « Sauvez-la !» C'est alors que les pointes du taser frappèrent un feu électrique parcourant son corps.
Il s'effondra à l'asphalte mordant sa joue tandis que le second officier le menottait. Émilie restait intouchée, son sang s'étendant plus largement pendant que les officiers appelèrent des renforts, pas des secours. L'absurdité brûlait un mari suppliant pour la vie de sa femme traitée en criminel à cause de sa peau. Marcus étourdi vit sa main frémir, puis s'immobiliser. Les ambulanciers arrivèrent trop tard, leur visage sombre, en soulevant son corps sans vie. L'indifférence des officiers, le silence de la foule, c'était une trahison de tout ce en quoi Marcus croyait. Alors qu'on le traînait vers la voiture de police, sa détermination se raffermit. Ce n'était pas seulement la mort d'Émilie, c'était un monde qui le voyait coupable avant innocent. Que pensez-vous du combat de Marcus? Aimez, commentez et abonnez-vous pour plus d'histoires de courage. Marcus était assis dans la cellule de détention, le banc métallique froid engourdissant ses jambes. La douleur du taser persistait, une gêne sourde dans ses muscles, mais ce n'était rien comparé au vide dans sa poitrine. Émilie était partie. Son rire, son toucher doux, sa façon de le taquiner pour avoir trop salé le ragoût, tout effacé en un instant. Son esprit rejouait le parking, sa chemise trempée de sang, ses lèvres murmurant son nom. Il pressa ses paumes sur ses yeux, essayant de bloquer l'image, mais elle brûlait plus fort. Le chagrin l'étouffait, un sanglot coincé dans sa gorge, mais il le ravala. Il ne pouvait pas craquer, pas ici où les rictus des officiers attendaient à une faiblesse. La cellule sentait la sueur et l'eau de javel, ses murs gris marqués de graffitis. Une ampoule vacillait au-dessus, projetant des ombres, dansant comme ses pensées tumultueuses. Il était seul, pas seulement dans la cellule, mais dans le monde désormais. Émilie avait été son encre, celle qui voyait au-delà des étiquettes noires, mécanicien fauteur de troubles. Sans elle, il se sentait à la dérive, perdu dans une mer de soupçons. Les mots des officiers résonnaient. « On connaît ton genre. Ton genre. » La phrase coupait plus profondément que le taser, un rappel de chaque fois qu'il avait été profilé, suivi, ignoré. Il serra les poings, les ongles, mordant ses paumes, retenant l'envie de crier. Dehors, il entendit des pas, le tintement de clés, mais personne ne vint. L'isolement était délibéré, une tactique pour le briser. Il pensa à la foule au supermarché, leurs yeux détournaient leur silence. Pas un n'avait parlé, pas un n'avait contesté les suppositions des officiers. Même les ambulanciers, arrivant trop tard, l'avaient regardé avec pitié, pas avec indignation. Le monde avait regardé Émilie mourir et l'avait laissé porter le blâme. Sa poitrine se serra, la colère se mêlant au désespoir. Était-ce la valeur de sa vie? Une présomption de culpabilité. Une note de bas de page dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Les doigts de Marcus caressèrent Day son alliance. Son métal frais le ramenant à la réalité. Émilie l'avait glissé avec une promesse. Toi et moi toujours. Il la voyait maintenant en fragments, son nez tacheté de rousseur, se plissant à une mauvaise blague. Sa main serrant la sienne lors de discussions nocturnes sur leur avenir. Elle croyait en l'équité, en la lutte pour ce qui était juste. Cette conviction remua quelque chose en lui, une étincelle sous le chagrin. Il ne pouvait pas laisser sa mort devenir une simple statistique, un dossier clos avec un haussement d'épaule. Mais le doute rongeait, que pouvait faire un seul homme contre un système biaisé. La porte s'ouvrit bruyamment, et un officier lui lança un gobelet d'eau en papier, le liquide éclaboussant le sol. « L'avocat arrive ?» marmonna l'homme, évitant le regard de Marcus. Marcus se redressa, essuyant son visage. L'inconfort de l'officier était révélateur. Culpabilité peut-être, ou peur d'être démasqué. Les yeux de Marcus, bordés de rouge mais fermes, soutinrent ceux de l'homme un instant, un défi silencieux. Il ne se soumettrait pas. Émilie méritait mieux. Il méritait mieux. Alors que l'officier partait, Marcus s'adossa au mur, le froid pénétrant son dos. Il pensa à ses parents qui avaient redéfilé dans les années 60 leurs récits de matraques et de gaz lacrymogènes. Il lui avait appris la résilience, mais aussi la prudence. Reste discret, fiston. Il avait essayé pendant des années, avalant les affronts pour garder la paix. Mais la paix lui avait coûté Émilie. Sa mâchoire se crispa, sa résolution durcissant comme de l'acier. Il se battrait pour elle, pour lui, pour chaque personne jugée par sa peau. L'avocat serait son premier pas, une bouée dans cette tempête. Mais la tension ne s'apaisait pas. Chaque tic-tac de l'horloge rappelait le combat à venir. Les actions des officiers n'étaient pas une simple erreur. Elles étaient le symptôme de quelque chose de pourri qui prospérait dans le silence.
Les mains de Marcus tremblaient non de peur, mais sous le poids de ce qu'il allait entreprendre. Ils porteraient plainte, exposeraient leurs préjugés, exigeraient justice. Mais quelqu'un écouterait-il? Ou serait-il une autre voix étouffée? Le bureau de l'avocate sentait le bois poli, et les vieux livres un contraste frappant avec la cellule stérile que Marcus avait quittée des jours auparavant. Madame Clara Thompson, une femme aux yeux perçants avec des mèches grises dans ses tresses, était assise en face de lui, son stylo tapant un rythme régulier sur son bureau. Sa réputation d'avocate des droits civiques l'a précédée des décennies à combattre les préjugés systémiques, un bulldog au tribunal. Marcus, encore à vif après les funérailles d'Émilie, sentit le poids de son regard, non pas de pitié, mais d'évaluation. Il serra une photo d'Émilie, son sourire figé dans le temps, et la posa sur le bureau. « Ils l'ont tuée », dit-il la voix basse mais ferme. « Pas avec un couteau, mais avec leurs préjugés. » Clara hocha la tête, ses doigts feuilletant les rapports de police. « Nous avons un dossier, dit-elle, mais c'est une montagne. Profilage racial, négligence. Arrestation abusive, nous les attaquerons sur tous les fronts. » Elle détailla le plan pour suivre les 2 officiers pour discrimination et inconduite exiger des comptes pour le retard dans les soins d'Émilie et pousser pour une réforme systémique. Marcus écouta son chagrin se transformant en concentration. La confiance de Clara était une bouée de sauvetage, mais il connaissait les risques. Le syndicat des officiers était puissant et l'opinion publique pouvait être cruelle. Pourtant, il hocha la tête. « Pour Émilie, dit-il. Chez lui, le petit salon de Marcus semblait immense sans la présence d'Émilie. Son panier de tricot restait intouché des aiguilles, dépassant d'une écharpe à moitié terminée. Il s'assit sur le canapé, repensant aux mots de Clara. « Il nous faut des preuves et des alliés. » Il contacta un groupe d'activistes locaux, la Coalition pour la justice d'Atlanta, connue pour soutenir les victimes d'inconduite policière. Lors de leur réunion dans un centre communautaire bourdonnant de murmures de soutien, Marcus partagea son histoire. Sa voix trembla en décrivant les derniers instants d'Émilie, mais l'énergie de la salle hochement de tête. Mains serrées. Une femme essuyant ses larmes lui donna de la force. Ils promirent d'organiser des manifestations, d'amplifier son affaire sur les réseaux sociaux et de le mettre en contact avec une journaliste. Le leader de la coalition Jamal, un homme mince à la voix de mégaphone, tapa l'épaule de Marcus. « Tu n'es pas seul, frère !» Ils élaborèrent une stratégie, une pétition pour suspendre les officiers, une marche vers la mairie et un hashtag viral « Justice pour Émilie ». Marcus sentit un changement, une étincelle de pouvoir. Sa douleur devenait une arme, sa voix un outil. La journaliste, une jeune femme nommée Lena, le rencontra dans un café, son enregistreur, captant chaque tremblement dans ses mots. « Ce n'est pas seulement pour moi, lui dit Marcus. C'est pour chaque homme noir jugé avant de parler. » Son article publié dans l'Atlanta Journal-Constitution alluma un feu. Les lecteurs le partagèrent, les commentaires affluèrent, et la pétition de la coalition gagna des milliers de signatures. Mais la résistance avait un coût. Tard une nuit, Marcus trouva une brique lancée à travers sa fenêtre, une note attachée « Abandonne le procès, ou tu es le prochain ». Son cœur s'emballa, mais il appela Clara qui lui conseilla de rester vigilant et de tout documenter. La coalition assigna des bénévoles pour veiller sur lui, leur présence un petit bouclier. La détermination de Marcus vacilla. La peur le rongeait, mais le souvenir d'Émilie stabilisa son cap. Il ne laisserait pas sa mort être passée sous silence. Le procès gagna du terrain. Clara déposant des motions qui exposaient l'historique de plaintes des officiers, y compris des accusations antérieures de biais racial. La pression publique monta et le conseil municipal programma une audience. Marcus se tint à un rassemblement de la coalition, sa voix tonnant à travers un mégaphone. Émilie méritait mieux. Nous tous aussi. La foule rugit leurs pancartes ondulant comme des vagues. Pour la première fois, Marcus sentit qu'il ne se battait pas seulement pour lui-même, mais pour un avenir où personne d'autre ne perdrait ce qu'il avait perdu. Marcus et ses alliés perceront-ils les défenses du système où l'influence des officiers tiendra thé? Bon, que pensez-vous qu'il arrivera ensuite? La salle d'audience était une mer de murmures, l'air chargé d'anticipation, alors que Marcus était assis près de Clara, ses mains étroitement serrées. Les bancs de bois grinçaient sous le poids des soutiens membres de la coalition journaliste et inconnus touchés par l'histoire d'Émilie.
Dehors, les manifestants scandèrent leur voix étouffée, mais résolue. Justice pour Émilie. La juge, une femme sévère aux cheveux argentés, demanda le silence, son marteau frappant net. Le cœur de Marcus battait fort, chaque pulsation, un rappel des mois d'angoisse, des menaces, et de cette nuit presque fatale, où des hommes masqués l'avaient attaqué chez lui, leurs poings, et insultes, laissant des bleus, mais n'atteignant pas sa volonté. Le dossier de Clara était minutieux, une tapisserie de preuves tissée de témoignages de l'exposé de la journaliste et des propres dossiers accablants des officiers. Les images des caméras corporelles publiées à contre-cœur après l'indignation publique montraient leur mépris pour la vie d'Émilie, leur focalisation sur la retenue de Marcus plutôt que sur son sauvetage. Un ambulancier témoigna à la voix tremblante qu'il avait supplié de soigner Émilie, mais avait été repoussé par les officiers. La pétition de la coalition avec plus de 50 000 signatures reposait sur le bureau de la juge, un témoignage de la colère publique. Les articles de l'ENA étaient redevenus nationaux, suscitant des débats sur la réforme policière et les préjugés raciaux, les commentateurs télévisés, disséquant l'affaire chaque soir. Les officiers Jenkins et Malone restaient impassibles, leurs avocats plaidant la légitime défense et le respect des protocoles. Mais Clara démantela leurs arguments sa voix ferme en présentant leurs antécédents 5 cas de force excessive, 3 impliquant des hommes noirs. Ce n'était pas une erreur, dit-elle, pointant Marcus. C'était un préjugé coûtant la vie à une femme innocente. Marcus croisa les regards du jury, son chagrin exposé, mais sa dignité intacte. Il parla de la bonté d'Émilie, de sa foi en la justice, et de comment les actions des officiers la lui avaient arrachée. La salle se tut, une jurée essuyant ses yeux. Puis vint l'attaque. Clara révéla des photos des blessures de Marcus, liant l'agression à des menaces tracées à un téléphone prépayé utilisé par un proche de Jenkins. La salle haleta, le calme des officiers se fissurant. Le visage de la juge se durcit, elle en avait assez entendu. Après des jours de délibération, le verdict tomba coupable de faute, négligence et violation des droits civiques. Jenkins et Malone furent déchus de leurs badges lourdement amendés et condamnés à la prison. La salle explosa, les membres de la coalition étreignant Marcus, alors qu'il expirait des larmes striant son visage. Dehors, les médias affluaient, les flashs crépitants, alors que Marcus parlait la voix rauque mais ferme. C'est pour Émilie, et pour tous ceux jugés par leur peau. La coalition applaudit, leurs pancartes brandies, tandis que la caméra de l'ENA capturait l'instant pour son prochain article. Les condamnations des officiers firent des vagues. Jenkins perdit un contrat de sécurité, la réputation de Malone s'effondra, et leurs familles firent face au mépris public. Marcus, bien que vengé, ne ressentait aucune joie, seulement un soulagement creux. Émilie était toujours partie. La ville réagit. Le maire, sous pression, annonça une task force sur la réforme policière avec Clara, invitée à consulter. L'histoire de Marcus devint un cri de ralliement alimentant des marches et des débats politiques. Il se tint à une veillée pour Émilie, les bougies, vacillant dans le crépuscule, et sentit sa présence dans le chagrin partagé de la foule. La justice était venue, mais c'était une couronne lourde à porter. Que signifie la victoire de Marcus pour vous ? Partagez vos pensées dans les commentaires et abonnez-vous pour plus d'histoires de résilience. Marcus se tenait dans son jardin, l'air du soir, chargé de l'odeur d'herbe coupée. La victoire du procès, bien que monumentale, semblait une respiration à demi retenue. Les officiers étaient antépunis, Jenkins et Malone encarceraient leurs carrières en ruine, mais l'absence d'Émilie était une plaie que la justice ne pouvait suturer. La maison, autrefois emplie de ses fredonnements et du tintement de sa tasse de café, était désormais un musée de souvenirs, chaque recoin murmurant son nom. La santé de Marcus avait souffert. Les nuits blanches et le stress du procès lui laissèrent des migraines et une toux persistante. L'attaque l'avait marqué aussi, les bleus s'étaient estompés, mais la peur d'une autre embuscade persistait. Sa communauté le saluait comme un héros, mais le titre pesait lourd. À la veillée, les gens serraient ses mains, leur gratitude chaleureuse mais pesante. « Tu l'as fait, Marcus, disait-il, mais ils voyaient le coup dans leurs yeux, épouses, frères, amis, perdus dans des injustices similaires. La coalition présentait la victoire comme un phare, mais Marcus savait mieux. La justice était un chemin escarpé, jamais lisse, jamais complet. Il avait exposé les failles du système, mais un seul cas pouvait-il démanteler des siècles de préjugés, le doute le rongeait, compagnon silencieux de son chagrin. Clara l'avait averti du prix. « Tu as déplacé des montagnes, dit-elle, mais les montagnes ne bougent pas sans fissurer la terre. » Sa réputation, autrefois celle d'un simple mécanicien,
était désormais un symbole admiré par certains, détesté par d'autres. Des courriers haineux arrivaient-ils l'accusant de jouer la carte raciale, tandis que des soutiens envoyaient des fleurs, leurs mots s'empilant sur son comptoir. La victoire lui avait coûté l'anonymat, troquant un fardeau pour un autre. Pourtant, Marcus continuait porté par le souvenir d'Émilie. Il visitait sa tombe, posant des marguerites ses préférées contre la pierre froide. On les a eus. M, murmura Théil, mais les mots sonnaient creux. Le système avait plié, pas rompu. La justice n'était jamais facile, jamais parfaite, et il en portait le poids seul. Les répercussions de la victoire de Marcus se propagèrent à Atlanta comme une marée lente et régulière. Le conseil municipal, poussé par la task force, adopta une nouvelle politique imposant une formation à la désescalade et un contrôle plus strict des conduites policières. Les caméras corporelles devinrent obligatoires, leurs images examinées mensuellement. La coalition lança une campagne de signature pour un projet de loi estaduale sur le profilage racial gagnant du terrain, avec 100 000 signatures. Les articles de l'ENA inspirèrent un documentaire PBS La lumière d'Émilie, retraçant l'impact de l'affaire avec la force tranquille de Marcus en son cœur. Les réseaux sociaux vibraient, avec Justice pour Émilie, alimentant les discussions sur la réforme. Marcus, là de la lumière, choisit une voie plus discrète. Il parla dans des forums communautaires, ses mots mesurés mais puissants, plaidant pour la responsabilité. La coalition lui décerna un prix de courage, mais il l'accepta humblement, disant « C'est le combat d'Émilie ». Ces jours retrouvèrent une routine travail au garage soirée à soigner son jardin. La communauté l'entoura, les voisins apportant des plats, leurs sourires, un merci silencieux. Un matin frais, Marcus balayait sa cour, le rythme du balai régulier contre le béton. Il s'arrêta regardant le magnolia où leur berline était autrefois garée. Ses fleurs blanches et pleines dansaient doucement. Il posa une marguerite à sa base, un hommage à Émilie. Marchant vers une réunion de la coalition, il joignit ses mains à celles des autres, leurs pas unis, sur le chemin du changement. L'arbre se dressait comme un symbole, la vie persistant même à travers la perte. Le combat de Marcus est un appel à l'action. Que ferez-vous de cette histoire ? Son courage a transformé le chagrin en phare, exposant le coût des préjugés et la puissance de tenir bon. La mort d'Émilie fut une tragédie, mais le refus de Marcus de se taire a tracé un chemin pour le changement. Il a montré qu'une seule voix soutenue par la vérité et la communauté peut ébranler un système. Son héritage n'est pas seulement la condamnation des officiers ou les réformes déclenchées, c'est l'étincelle qu'il a allumée chez d'autres pour exiger l'équité, questionner les préjugés, agir. Pour la prochaine génération, l'histoire de Marcus est une leçon. L'intégrité compte même quand le monde repousse. Les jeunes parcourant Justice pour Émilie ou lisant les articles de l'ENA voient un homme qui a tout perdu mais s'est battu pour ce qui était juste. Sa résilience enseigne que la justice n'est pas un cadeau, c'est une lutte gagnée par la persévérance et la volonté collective. Vous en lisant ceci, portez son flambeau. Parlez quand vous voyez une injustice, élevez les voix des autres, et ne laissez pas la peur vous réduire au silence. Alors que Marcus balaye sa cour, les fleurs du magnolia murmurent l'amour d'Émilie nous poussant en avant. Son histoire vit dans chaque pas vers l'égalité. Comme l'a dit Maya Angelou, vous ne pouvez pas contrôler tous les événements qui vous arrivent, mais vous pouvez décider de ne pas être diminué par eux. Marcus a choisi de s'élever. Aimez, partagez, commentez et abonnez-vous, gardons ce combat vivant.